Bonsoir mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver sur le plateau de la télévision Canal 3 pour votre émission Décryptage. Votre émission Décryptage reçoit pour vous un manager, un ingénieur du froid. Période de canicule, comment entretenir nos réfrigérateurs ou nos climatiseurs dans la période de forte chaleur et dans le but de vous permettre de minimiser vos inquiétudes. Nous avons sur ce plateau l'expert du froid qui a déjà fait ses preuves au niveau national et international. Il s'agit de la personne du manager de l'entreprise et de l'ingénieur du froid de New School System, le consultant de certaines institutions des Nations Unies dans le domaine du froid en lien avec la lutte contre le changement climatique. Lui, c'est Madi Sakandé. Il est formateur également dans le domaine. Avec lui, nous allons essayer de comprendre les difficultés. Nous allons essayer de pallier les difficultés qu'on raconte souvent dans cette période de forte canicule. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quelle est l'utilité du froid au Burkina Faso? Mesdames, Messieurs, voici le plat de résistance de cette émission Décryptage. Bonsoir, Monsieur Sakandé. Bonsoir, Monsieur Wedrago. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré un agenda très chargé parce que vous repartez dès ce soir. Avec vous, on va essayer de parcourir un peu l'utilité de comment maintenir, comment entretenir nos matériaux tels que les réfrigérateurs, nos climatiseurs et tout ce qui consomme de courant à la maison. La première question que j'ai envie de vous adresser, Monsieur Sakandé, comment faut-il choisir son réfrigérateur ou son climatiseur dans une période de forte canicule comme celle que nous vivons au Burkina Faso? Alors, le choix, je vous remercie encore une fois de plus, Canal Plus, pour l'invitation, pour cette opportunité, Monsieur Wedrago. Canal 3. Canal 3, pardon, Oui. toutes mes excuses, Canal 3. Et je voudrais d'ailleurs adresser aussi mes salutations à vos téléspectateurs. Et je dirais que le choix de l'appareillage est intemporel, parce qu'à n'importe quel moment, qu'il fasse chaud ou froid, que vous allez faire le choix d'un appareil de froid, il faut surtout regarder l'efficacité de l'appareil, l'efficacité énergétique. Donc, vous devez contrôler sur les étiquettes. Et il y a toujours des informations techniques qui permettent de savoir si cet appareil-là, il consommera moins ou plus d'énergie électrique. Parce que c'est très important pour la vie de l'appareil et surtout pour votre porte-monnaie. Parce que les appareils qui consomment beaucoup plus d'énergie, que généralement sont très économiques, tout au long de leur fonctionnement, vont vous faire dépenser beaucoup plus pour payer l'électricité. Et ça ne vous arrange pas dans le choix. Et les appareils qui sont économes en énergie sont souvent coûteux, mais dans le temps, vu qu'ils consomment moins, au bout d'une année ou une année et demie, le surplus que vous avez payé, vous l'avez économisé sur votre facture d'électricité. Et si vous prenez le cas des climatiseurs, ça veut dire qu'un climatiseur normalement de bonne qualité qui peut durer une vingtaine d'années, ça veut dire que vous avez dépensé pour une année en plus, que ce n'est pas une dépense, vous avez investi une année pour économiser pendant, je vais dire, 19 ans ou même 18 ans. Okay? Par contre, si vous allez payer l'appareil qui n'a pas une bonne efficacité énergétique, cet appareil-là va vous consommer toute sa vie. Généralement, c'est des appareils qui ne font pas ces 20 ans, ils vont faire 15 ans. Mais pendant les 15 ans, chaque mois, vous allez payer la facture d'électricité quand vous utilisez et des factures salées. Donc, c'est toute la vie. Donc, c'est un choix. Et là, c'est la question de savoir faire la différence entre faire une dépense et un investissement. Quand vous allez payer un appareil qui n'a pas l'efficacité énergétique, je dirais que vous avez fait plutôt une dépense et pas un investissement parce que toute la vie de l'appareil, vous allez perdre de l'argent en payant cher la facture d'électricité. Et pire, parce que c'est ce qui nous arrive ici au Burkina, un peu partout en Afrique, qu'on a beaucoup d'appareils justement qui ont une efficacité énergétique, c'est-à-dire qui consomment beaucoup plus que normalement un appareil de froid devait consommer dans nos latitudes, faisant de telle sorte que quand il fait chaud, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de délestage. Parce que tous ces appareils-là sont énergivores. Ils consomment beaucoup plus. Donc, comme la quantité d'énergie produite n'est pas suffisante pour tout, d'où les délestages dans les quartiers. Et si vous remarquez, c'est seulement quand il fait chaud qu'on a les délestages. Parce que tout le monde démarre entre guillemets, son climatiseur pacotille qui consomme beaucoup plus de courant. Automatiquement, la quantité d'énergie produite n'est pas suffisante et vous êtes bloqué. Donc, ça veut dire déjà que le mauvais choix qui est fait au départ
va compromettre même vos activités. Parce que imaginez, vous êtes tailleur, vous êtes soudeur, vous êtes électricien, vous avez, je ne sais pas, un secrétariat public où vous faites des activités où vous avez besoin de l'électricité. À cause du choix, qui n'est pas un choix unique, c'est le choix de plusieurs personnes erronées, vous allez absorber beaucoup plus de courant qu'il en faut et vous êtes assis même avec votre activité, vous ne pouvez pas travailler. Vous direz que la Sonabel n'a pas produit suffisamment, mais vous avez gaspillé, vous êtes en train de gaspiller, voilà pourquoi il n'en a pas suffisamment. Et je me dis souvent, et il va falloir qu'on regarde la Sonabel, qui est une société d'État, une des rares sociétés d'État qui travaille à perte. Parce que les gens payent l'électricité chère au Burkina Faso, mais à ce que je sache, la Sonabel déjà travaille à perte. C'est-à-dire le courant est produit à 100 francs, mais c'est vendu peut-être à 65 ou à 75 francs. Vous comprenez que c'est une société qui ne gagne pas. Alors, vous voyez que c'est le chien qui se mord là, comme on le dit. Vous gaspillez ce qu'on n'a pas, vous n'arrivez pas à faire fonctionner vos activités socio-économiques et on est tous assis en train de regarder et on entend la manne du ciel, on dit que les choses ne vont pas. C'est nos choix déjà même. Donc la question du choix de l'appareil est très important et bien sûr le citoyen lambda peut ne pas savoir quelle est la différence. Mais à nos jours, on a les réseaux sociaux. Vous pouvez regarder, il y a beaucoup de vidéos qui parlent toutes les langues, qui expliquent. Et vous pouvez même, d'ailleurs, vous avez dit ma structure, la New Code System, vous pouvez passer, il y a ces appareils-là justement d'une forte efficacité énergétique qui sont sur le marché. Et d'ailleurs, quand j'ai pu regarder sur tout le marché burkinabé, il n'y a pas d'appareil de la qualité que nous avons dans le New Code System. Certes, nos appareils ne coûtent pas des broutilles, mais ce sont des appareils que tous ceux qui l'ont pris sont venus reconnaître effectivement qu'ils dépensent moins parce que certains ont substitué les appareils d'autres marques qu'ils avaient et ils reconnaissent que les factures qui étaient de 70 000 ou de 100 000 francs par mois d'électricité, ils n'arrivent même plus à payer 50 000 francs d'électricité. C'est-à-dire, il y en a même qui descendent même jusqu'à un tiers de la facture. Tout simplement parce qu'ils ont pris des appareils énergétiquement efficaces qui coûtent cher. Certes, cher, mais ils économisent en énergie. Et quand on ne fait pas faire le choix, généralement, on peut se faire conseiller par des techniciens experts. Monsieur Sakande, de façon pratique, comment savoir qu'un tel climatiseur peut aller avec moi ou un tel réfrigérateur peut aller avec moi? Est-ce que aussi, ce n'est pas le fait aussi qu'on ne nous dit pas réellement la vérité sur les types du matériel qu'on doit avoir à la maison? Alors, il faut savoir que la majeure partie de ces appareils-là, ce sont des appareils techniques et ceux qui les importent, généralement, n'ont pas les connaissances techniques. Et ceux qui les commercialisent, non plus. Et le technicien, lui, on l'appelle juste pour venir faire l'entretien. Ou venir faire la réparation, même pas l'entretien. Donc, du coup, l'importateur, il va payer ce qui coûte bon marché pour venir vendre à quelqu'un qui veut les choses qui coûtent bon marché. Donc, à la fin de compte, c'est une chaîne, disons, on est victime de notre ignorance, en fait. Parce que celui qui va importer, s'il va prendre des appareils qui coûtent cher, il ne va pas vendre. Parce que les gens disent que tes climatiseurs coûtent cher. Et je sais de quoi je parle. Parce que la New Code System, que nous avons les climatiseurs les plus performants au Burkina Faso ici, parce que j'ai plus le temps de regarder la concurrence des climatiseurs qui sont sur le marché ici. Il n'y a pas une seule marque de climatiseurs que nous avons au Burkina Faso qui peut concurrencer avec les marques de climatiseurs que nous vendons à la New Code System. Nous vendons Mitsubishi, Heavy Industries et du Hokkaido. Et j'ai pris les fiches techniques confrontées à toutes les marques que nous avons ici au Burkina. Il n'y a pas une marque qui est moins énergivores. Tous des marques plus ou moins énergivores et certaines marques même d'ailleurs écrivent le mot inverteur parce que déjà vous posez. Quand vous voyez, vous devez faire un choix, le climatiseur logiquement inverteur est doté d'une technologie qui fait qu'il ne consomme pas beaucoup. Mais vu qu'il y a l'ignorance, même des marques qui sont sur le marché, ils ont juste écrit sur l'étiquette là et sur le couvercle de l'appareil inverteur. Mais ce n'est pas vrai. Il y a même des marques qui vont écrire dual inverter. Ça n'existe pas. C'est de l'arnaque commerciale. Techniquement, c'est le mot dual inverter n'existe pas. Mais pourquoi font ça? C'est parce qu'ils savent que c'est un marché qui n'est pas préparé. C'est un marché des gens qui peuvent payer les choses qui coûtent moins cher. Et alors, on les invente des choses. Ils prennent, puisque qui prend le climatiseur et qui on dit c'est inverter? En quoi vous savez si c'est inverter ou pas? Ça, effectivement. C'est écrit sur l'étiquette seulement, c'est tout. Et vous voyez sur le paquet, c'est écrit inverter, mais ce n'est pas inverter. Il y en a des appareils comme ça qu'on trouve sur le marché. Donc, c'est pour dire que c'est un produit technique qui est vendu par des gens qui n'ont pas les compétences ou peut-être, parce qu'il faut reconnaître aussi que la majeure partie que j'ai pu remarquer, ce sont des gens qui sont des expatriés
et qui n'ont pas forcément intérêt, ils n'ont rien à foutre. Si ça ne fonctionne pas au Burkina Faso, ils vont ailleurs. Est-ce que cela veut dire que ce sont des choses qui ont été fabriquées pas pour l'Afrique? Malheureusement, certains appareils ne sont pas pour... Comme je vous ai dit, le froid n'existe pas. C'est la chaleur qui existe. Et quand on fait un appareil de froid, c'est pour transférer une certaine quantité de chaleur. Et donc, avant de faire l'appareil, on dégage déjà les conditions atmosphériques. Et comme chez nous, en Afrique, et au Burkina particulièrement, on pense que le froid, c'est un luxe, nous ne sommes pas les plus grands consommateurs des appareils de froid au monde. Donc, quand on fait la conception, on choisit de concevoir pour ceux-là qui ont les moyens de les payer et qui utilisent tout ce qu'il y a de maximum. Alors, l'appareil de froid comme climatisation ou refroidissement en général, qui était conçu il y a une cinquantaine d'années de cela, qui n'a pas varié du point de vue des références de conception, c'était considéré le 3 juillet à 15 heures, c'est-à-dire dans l'après-midi, la température maximum qu'on pouvait obtenir il y a une cinquantaine d'années de cela en Europe du Sud, c'est-à-dire l'Espagne, le Portugal, le sud de la France, l'Italie et la Grèce. Okay. Et c'était 30 degrés. Alors, vous convenez avec moi ici, M. Ouedraogo, 30 degrés, on a encore à mesure de mettre des vestes ou même des pullovers, si vous voulez. Oui. Mais justement, quand vous concevez un appareil qui peut fonctionner sur une température maximum de 30 degrés, et vous portez ce même appareil-là, vous venez là où on a 45 degrés, 50 degrés facilement, cet appareil-là, ce n'est pas qu'il ne refroidit pas, mais il consomme beaucoup plus d'énergie pour pouvoir refroidir, et prend même plus de temps à vous refroidir. D'ailleurs, vous vous retrouvez en difficulté. Okay. Je vais expliquer ça de façon simple. Parce que comme je dis, le froid n'existe pas, c'est la chaleur. L'appareil de froid, quel est son œuvre? Pour ne pas rentrer trop technique et perdre vos téléspectateurs, l'appareil de froid, c'est un système thermodynamique qui fait qu'on absorbe la chaleur au milieu là où on veut refroidir, dans le cas ici c'est votre studio, et on exporte la chaleur vers l'extérieur. Dans un changement thermodynamique qui se fait à travers un vecteur qui est le fluide réfrigérant, c'est-à-dire le fameux gaz. Le gaz réfrigérant, je vous ai dit déjà dans l'émission passée, le gaz ne finit pas. C'est un liquide qui est à l'intérieur du système qui change d'état de la matière, c'est-à-dire liquide, gazeux. Et pour devenir gazeux, il absorbe de la chaleur, et pour devenir liquide, il cède de la chaleur. Donc, à l'intérieur de notre habitacle, le réfrigérant, par des principes thermodynamiques, s'évapore en prenant de la chaleur que nous avons ici dans notre studio, ou dans votre maison, ou dans votre bureau, ou le lieu ou la chambre froide que vous voulez refroidir. Il absorbe la chaleur le milieu, et cette chaleur, le réfrigérant, continuant son cycle en allant vers l'extérieur, va céder la chaleur au niveau du condenseur, c'est-à-dire là où il y a le moteur, et cette chaleur-là, il cède ça à l'air externe. Voilà pourquoi, quand vous êtes au côté du moteur, vous avez l'air chaud qui vous arrive, et ici, vous avez l'air frais qui vous arrive. Mais l'air frais, ce n'est pas que l'appareil vous a fabriqué l'air, c'est l'air de l'ambiance ici, qui, à travers le ventilo qui vous souffle l'air, qui fait brasser l'air à des parois qui absorbent la chaleur. C'est comme si vous touchez quelque chose de chaud. La chaleur vous arrive à la main, n'est-ce pas? Voilà, donc vous absorbez, l'air absorbe, dans ce cas à l'intérieur, cède sa chaleur et nous ressort sa quantité de chaleur. Et étant la même quantité d'air qui rentre, qui ressort, qui rentre, qui ressort, ça veut dire qu'il sert un peu la chaleur, il cède un peu, jusqu'à le milieu devient pauvre en chaleur et on a la sensation de fraîcheur. Donc, vous comprenez, c'est trop technique, mais je veux faire comprendre que quand quelqu'un conçoit un appareil de froid, il doit regarder d'abord quelle est la quantité de chaleur que j'ai. En explication, j'ai une quantité d'eau, je vais déplacer cette quantité, je ne peux pas prendre tout renversé, je me forge un gobelet parce que j'ai un forgeron, mais j'ai fait le volume du gobelet là en fonction de la quantité d'eau que j'ai vue, que peut-être c'est 30 litres, donc la quantité de mettre un seau, je me fais un gobelet qui peut prendre 5 litres, donc je fais tac, tac, en 6 mouvements, j'ai transféré toute ma quantité d'eau. Mais j'ai fait le gobelet que sa quantité c'est 5 litres parce que je sais que j'ai 30 litres d'eau dans le truc. Maintenant, quelqu'un arrive, vous, M. Ouedraogo, vous avez de l'eau à transférer dans une citerne, vous venez prendre mon gobelet de 5 litres. Ça va mettre du temps. Voilà. Et votre mouvement, c'est l'énergie que ça. C'est le courant que ça consomme. Donc, il va falloir d'abord voir si, est-ce que
pour moi, là, c'est pas mieux, comme c'est une citerne, là, c'est pas mieux que moi, je prenne un raccord, j'aspire et puis je dépose, ça va couler, plutôt que vouloir utiliser le gobelet de monsieur qui a fait pendant son... Et c'est ce qui se passe ici, ce qui fait que les appareils, la conception ne sont pas les nôtres. Okay. Monsieur Sakane, vous avez donné une information très capitale et très importante. Oui. À vous écouter, vous dites que le gaz ne finit pas dans les moteurs, par exemple, les réfrigérateurs. Absolument pas. Pourtant, actuellement, on connaît beaucoup de gens qui appellent des techniciens, soit disant que le gaz de mon réfrigérateur est fini, le climatiseur a un problème de gaz, et on voit des jeunes qui viennent pour charger du gaz. Alors, et ça veut dire que réellement... il y a un problème dans ce problème. Alors, quand on parle que le gaz est fini, ça veut dire qu'il y a une fuite. Parce que c'est un circuit fermé, en fait. C'est-à-dire, dans le cas du frigo, tout est construit à l'usine et tout est hermétiquement fermé. Oui. Okay? Donc, on met le réfrigérant à l'intérieur qui circule dans une tuyauterie. Le compresseur fait passer dans les deux échangeurs de chaleur, c'est-à-dire la partie intérieure du frigo, qui est là où se trouve l'évaporateur où le réfrigérant va s'évaporer en absorbant de la chaleur. Et la partie extérieure, là où vous avez le grillage ou les nouveaux frigos de côté, vous n'avez plus le grillage, mais si vous touchez, vous sentez que c'est chaud. Oui. C'est la partie du... Et le compresseur, comme son nom le dit, le comprime. Il comprime le gaz pour le permettre de faire tout le tour. Parce que le compresseur est différent. Un compresseur est différent d'une pompe. Okay. Une pompe un liquide. C'est ça. Et par contre, un compresseur comprime. Donc, il peut comprimer des gaz, qui ça peut être de l'air, mais dans ce cas, c'est le gaz réfrigérant. Mais dans la circulation, vu qu'il y a une certaine pression dans les circuits frigorifiques, et donc le réfrigérant, dans le temps, peut-être avec les vibrations de l'appareil, il peut avoir une partie soudée qui se dessoude, ou bien il peut avoir surtout une partie vissée. C'est généralement les parties vissées qu'on a les fuites, parce que comme c'est vissé avec les vibrations, avec la chaleur dans le temps, il peut y avoir une question de dilatation, il peut y avoir même l'opérateur qui a fait le montage, qui n'a pas fait ça avec l'outillage qu'il faut et qui ne l'a pas bien fait. Et à la fin de compte, vous avez un petit trou invisible, mais ça sort. Et ça sort un peu à la fois. D'ailleurs, il y a des appareils qu'on appelle détecteurs de fuite qu'un technicien frigoriste, c'est-à-dire quand vous voyez les techniciens frigoristes, quand ils tournent ici, il n'a même pas le 1% de ce qu'un technicien frigoriste doit avoir. J'invite vos téléspectateurs, passez à la New Code System, vous allez leur donner l'adresse sur l'avenue Oumarou Kanazoué, ils pourront passer voir l'équipement, parce que j'ai choisi de mettre 3 étagères à disposition pour mettre le minimum qu'un technicien frigoriste doit avoir, pour faire comprendre qu'est-ce qu'un technicien frigoriste et quel est le minimum d'équipement qu'il doit avoir pour pouvoir exercer bien le métier. Et comme ils n'ont pas l'outillage, et comme beaucoup aussi n'ont pas eu l'opportunité de se former réellement pour faire le métier, ils s'arrangent. Et comme le technicien déjà ne sait pas, et l'utilisateur non plus est au courant, c'est lui d'ailleurs même qui dit viens charger mon gaz est fini. Donc lui il arrive, il a seconde le besoin de son client, il met et puis c'est 1000 francs, c'est 10 000 ou je ne sais pas combien, il prend, il s'en va, mais il sait qu'il va retourner. Il y en a qui savent que le gaz ne finit pas. Ils profitent de l'ignorance du technicien et de l'utilisateur, qui sont rares parce que ceux qui savent, généralement, peu sont ceux-là qui vont sur le terrain. Ils sont plutôt les patrons qui sont dans les ateliers qui envoient ceux qui ne savent pas. D'ailleurs, c'est ce qui fait même proliférer beaucoup de ces gens-là, parce que quand ils travaillent avec quelqu'un, on lui dit va charger gaz, et à un certain moment, il sent que le patron s'emmerde, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il prend 2 raccords, un groupe manométrique, et lui aussi, il va payer la bouteille, il va charger gaz, parce qu'à la fin de compte, s'il devenir technicien, se charger gaz là, lui aussi, il peut devenir son propre patron en chargeant gaz. Et il y a une prolifération de ce genre de techniciens. Les cas de fuite, ou de fuite en termes techniques, c'est là où le réfrigérant sort, sont plus récurrents dans la climatisation automobile. Parce que comme je vous ai dit, là-bas, on bouge. Voilà, on bouge, et surtout nos routes, l'état de nos routes, vous connaissez, on tape beaucoup de trous, tout ça. Donc, ce qui fait que comme là-bas, on ne peut pas souder tout, mais beaucoup sont vissés. Donc, ce qui est vissé, c'est dessert. Et on a des fuites. Mais généralement, encore un technicien bien formé et équipé dans le domaine, ils vont faire quoi? Avant de charger, ils vont chercher d'abord où se trouve le trou, donc où le réfrigérant est en train de fuir du système. Ils vont rendre étanche, ça veut dire quoi? Resserrer bien là-bas avant de recharger. Si un technicien vient seulement, il charge et il s'en va, ce n'est pas un technicien. Parce que normalement, quand le gaz est fini, il doit chercher là où le gaz sort pour le finir. Parce que l'appareil ne consomme pas le gaz.
C'est comme une cocotte minute. Vous mettez de l'eau, vous chauffez, la cocotte minute est fermée par haut. Vous chauffez ici, l'eau deviendra de la vapeur jusqu'au niveau du couvercle. Mais vu que la partie haut du couvercle n'est pas chauffée, qu'est-ce que ça se passe? La chaleur qui a été absorbée au fond, c'est-à-dire le feu, cette chaleur-là va se dissiper au niveau du couvercle et vous allez avoir de l'eau encore à travers le truc. D'ailleurs, quand vous ouvrez le couvercle d'une casserole, vous voyez des gouttelettes d'eau qui sont là-bas. C'est pas que l'eau a sauté pour aller se coller à la casserole. Non. C'est la vapeur qui est arrivée là-bas, mais n'ayant plus la température de 100 degrés comme il avait avant pour s'évaporer, cette eau-là redevient encore gouttelettes d'eau en cédant la chaleur sur la partie superficielle. Et c'est exactement ce qui se fait dans un système frigorifique. Un système frigorifique peut être considéré comme une cocotte minute bien fermée sans la vanne là où de temps en temps ça se soulève. Pour que le réfrigérateur, pour que la vapeur sorte. Donc, ça change, ça absorbe la chaleur et ça jette. Donc, ici, à l'intérieur, le climatiseur, ce qui est à l'intérieur de l'habitacle, dans votre studio ici, c'est considéré comme la partie de votre casserole, le fond du casserole. Et la chaleur, où est-ce qu'elle prend? C'est de l'air ambiant que nous avons ici. Cette chaleur qui est à l'intérieur là, c'est ça le feu qui fait brûler le réfrigérant. Et le réfrigérant, dans ce cas maintenant, il s'évapore. Et il va dehors, où se trouve l'échangeur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sert sa chaleur, le couvercle là, qui est dehors, il sert cette chaleur là à l'air ambiant. Donc, le ventilo va souffler l'air ambiant qui va passer là-dessus, qui va absorber la chaleur et aller dans la nature. Et c'est comme ça que vous enlevez la chaleur ici et vous jetez dehors. Un appareil de froid n'est autre qu'un appareil qui prend la chaleur dedans, qui va jeter dehors. Il prend la chaleur dedans, il va jeter dehors, jusque le milieu à l'intérieur soit pauvre en chaleur et vous dites qu'il fait froid, tout simplement. Monsieur Sakande, vous qui êtes un expert, un ingénieur, quand vous tournez à Ouagadougou, vous voyez la plupart de certains ministères qui ont fixé les climatiseurs fait face au soleil. Pourtant, de la manière que vous expliquez, il faut quand même aussi protéger ce moteur quand même. Exactement. Et je profite de l'occasion pour faire appel à l'ordre des architectes parce que j'ai vu beaucoup et on continue encore de construire des immeubles dans ces conditions-là. C'est pitoyable. Et je demande humblement à l'ordre des architectes de revoir leurs connaissances dans la question de la climatisation. Parce qu'un appareil de froid ne doit pas être exposé au soleil. Et j'ai pu rencontrer quelques architectes et leur connaissance vraiment dans le domaine du froid est très limitée. Parce que l'architecte, quand il conçoit la maison, il conçoit en tout cas pour que ça soit beau à voir. Et donc, comme il le fait sur le papier, il ne veut pas qu'on mette d'autres choses, parce que le climatiseur, c'est un objet étranger qu'on met à la dernière minute. Donc, on ne veut même pas qu'il soit vu de l'extérieur. Pourtant, normalement, un climatiseur, comme vous l'avez dit, le moteur ne doit pas être exposé au soleil. Il doit être réparé du soleil, mais ne pas être suffoqué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que normalement, un climatiseur dans nos latitudes ici ne doit ni être mis ni à l'est, ni à l'ouest, parce que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, quand le soleil se lève, ça tape là-dessus. Mais si vous êtes obligé de le mettre dans cette position-là, vous devez faire une petite toiture qui couvre que les rayons solaires tapent directement. Mais vous ne devez pas non plus aller mettre ça entre deux murs parce que vous le suffoquez. Parce que quand je suis là, normalement, à moins de 3 mètres, vous ne devez pas avoir le moteur, en face du moteur, vous ne devez pas avoir quelque chose, parce que vous ne le voyez pas. Mais l'air chaud qui souffle va taper le mur, et retourne à l'intérieur, et c'est un cycle comme ça d'air qui tourne. Et en ce moment, le moteur a besoin de plus d'énergie, puisque les conditions thermodynamiques ne sont plus bonnes, le moteur a besoin plus d'énergie pour faire tourner le réfrigérant que je vous ai dit, le gaz qui ne finit pas, ce qui fait que le moteur consomme beaucoup plus de courant qu'il en faut. À la fin de compte, votre système ne dure pas longtemps, vous finissez l'énergie qu'on n'en a pas, vous dépensez votre argent inutilement, mais tout ça est lié au fait qu'on ne connaît pas. Donc, il va falloir que les architectes comprennent, parce que généralement c'est eux qui décident, parce que j'ai rencontré quelques ingénieurs, en tout cas ceux qui suivent les travaux, ils disent non, que c'est l'architecte qui a demandé cette position, et j'en ai vu, ils disent non, sinon ça va gâter le paysage, comment je l'ai configuré, ça doit finir comme ça. Mais il faut qu'ils comprennent déjà qu'on ne doit pas mettre l'appareil sous le soleil. Et si on est obligé, dans la conception, de le mettre dans une position où le soleil tape, je n'ai pas dit de l'enfermer dans une case. Faites seulement une toiture architectonique, quelque chose de beau, qui va juste le protéger du soleil et le libérer pour qu'il puisse céder l'air chaud à l'ambiance. Et vous allez
gagner beaucoup en consommation d'énergie. Parce qu'on a 3 problèmes au niveau de la consommation d'énergie. D'ailleurs, c'est ce qui porte à la question de l'efficacité énergétique. D'abord, c'est la conception. Oui. Parce que l'appareil de froid, on le conçoit pour un besoin bien précis. Et comme je vous ai expliqué, les références ambientales, c'est-à-dire les références environnementales de température, et pression, humidité, tout ça, ne sont pas nos références. Donc déjà, on part handicapé par la conception technique. Maintenant, si on l'installe mal, c'est un autre aspect encore qui porte à la consommation d'énergie. Et le troisième aspect, c'est l'utilisateur. Bon nombre, ceux qui mettent le climatiseur à 18, à 16, à 17. Non, le climatiseur est conçu pour le confort humain. Et l'être humain, la température idéale pour son confort, c'est entre 24 et 26 degrés. Donc, si vous mettez à 24, qui est le seuil le plus bas, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Vous n'avez même pas besoin de vous mettre le pull-over ou bien vous couvrir la nuit pour dormir. Vous pouvez même dormir nu, vous allez dormir, vous vous sentez à l'aise. Mais quand vous descendez des 24 degrés, chaque degré que vous descendez en bas de ce seuil-là, vous consommez 3% de courant en plus. C'est-à-dire vous gaspillez 3% du courant qu'on n'a pas. Et qu'on produit même avec des efforts, parce que c'est des sacrifices qu'on fait, l'État, pour produire, et on gaspille. Donc, imaginez des 24, vous allez à 16. Il y a combien de degrés de différence? 8 degrés. 8 par 3, ça fait combien? 24%. Donc, votre seul climatiseur consomme 24% de courant en plus que ce qu'il faut. Et ce n'est pas de la consommation, parce que quand je dis c'est consommer, vous consommez parce que ça vous fait du bien. Mais là, vous gaspillez, parce que l'illusion que vous mettez la température 16 ou 17, où vous pensez que ça va faire froid là. Non, le système thermodynamique rentre dans un système de fonctionnement qui lui fait consommer beaucoup plus de courant. Et vous pouvez même laisser votre climatiseur là même pour 2 jours, vous n'allez pas avoir 16 degrés. Puisque ce que vous mettez là, c'est la température que vous désirez obtenir dans votre espace. Une température que vous n'allez jamais avoir. Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas fait pour ça. C'est comme vous dites souvent, le véhicule. Oui. Vous avez le compteur du véhicule, quand vous regardez, il y a certains véhicules, c'est jusqu'à 300 km à l'heure. Oui, oui. Mais vous construisez votre véhicule à 300 km à l'heure ici, on n'a pas de route pour ça. Même en Europe où il y a les routes pour ça, on va au maximum à 130 km à l'heure, 120 km à l'heure dans certains pays. Donc, ce n'est pas parce qu'on peut appuyer, arriver jusqu'à 15 ou à 16, difficilement 15, généralement c'est 16, certains s'arrêtent à 17, qu'on doit appuyer pour arriver jusque-là. Ça n'a aucun sens. Pour le confort humain, ça n'a aucun sens. Et c'est ce que beaucoup font. Et aussi, les techniciens ne le forment pas parce que les techniciens ne savent même pas. Et il y a beaucoup de fonctions sur la télécommande qui vous permettront de sauver de l'énergie. Bientôt, il va commencer à goûter. Quand il y a un peu d'humidité, il y a une fonction qu'on appelle dry. Ou quand vous appuyez en mode, dans le truc mode, vous appuyez plus d'une fois sur certains climatiseurs, vous allez voir où c'est écrit dry, qui veut dire séchage, où c'est écrit un dessin de goutteleur d'eau, parce qu'il y a plusieurs types de climatiseurs, il y a plusieurs types de télécommandes, chacun configuré comme il veut, mais ça vous permet de faire quoi? De déhumidifier votre milieu ambiant et vous sentir à l'air à moindre coût. Parce que quand vous continuez à refroidir un milieu humide, ça consomme beaucoup plus de courant et vous êtes même mal à l'aise. C'est souvent, vous voyez des gens qui mettent des charpes dans leur bureau parce que l'air sort, mais ça les dérange. Parce qu'il y a beaucoup d'humidité dans l'espace. Et l'humidité que vous voyez, quand il y a le climatiseur, vous avez un petit raccord dehors qui a l'eau qui goûte. C'est ça. C'est pas que le climatiseur fabrique l'eau. C'est l'humidité qui est dans l'air de votre bureau ou dans votre maison, dans votre habitacle que vous refroidissez, que l'air en passant par la partie évaporante dont je vous ai expliqué, rentrant en contact avec les parois froides, la quantité d'eau reste collée là-bas et cette quantité d'eau-là qui se condense après, qui devient de l'eau qui goûte dehors. Pendant la période de pluie, quand il fait chaud, il finit de pleuvoir, vous avez un peu d'humidité. Si vous remarquez, ça goûte encore plus. Et si vous mettez la fonction dry, ça vous permet en 1 heure de temps ou en 1 heure et demie de temps, en fonction de l'espace que vous avez à refroidir, à déhumidifier suffisamment pour que vous soyez à l'aise. Parce qu'on n'a pas besoin de... Vous avez 24 degrés, vous avez une humidité relative entre 65 et 70%, vous êtes à l'aise, vous êtes peinard. Mais quand vous ne respectez pas ces critères-là, que vous ne savez pas, vous êtes en train de gaspiller votre argent, gaspiller le peu d'énergie qu'on n'a pas et gaspiller aussi le peu d'argent qu'on n'a pas puisqu'on utilise ça pour aller faire de l'énergie électrique. Mais c'est ça, Kandé, tout ça c'est bien beau, mais comment faire pour entretenir aussi ce matériel? Alors, les matériels, les appareils de froid, comme vous l'avez dit d'ailleurs, il faut les entretenir. Il faut que nous rentrons dans l'habitude que les appareils de froid, qu'ils soient bien conçus ou mal conçus, qu'ils soient bien installés ou pas, il faut les entretenir. Parce que quand je vous ai dit, c'est l'échange de chaleur par un passage de l'air. Et si vous avez de la poussière qui se pose sur les parois où il y a les échanges qui se font, ça joue
sur le rendement. Ça joue sur le temps de la fraîcheur et se joue aussi sur la consommation. Donc, il faut, surtout dans nos latitudes où il y a beaucoup de poussière, il faudra nettoyer périodiquement vos appareils de froid, que ce soit des climatiseurs ou les frigos. Les climatiseurs, vous ne pouvez pas les nettoyer de vous-même. Vous devez trouver un technicien qui a l'outillage qu'il faut. Mais est-ce qu'il suffit de venir laver ça avec de l'homo, nettoyer les parois? Le plus souvent, c'est ce qu'on voit. Non, alors, il faut décapoter. Parce que la partie dont je vous dis, on décapote, on enlève, ça c'est du plastique. La partie que vous voyez, le couvercle, c'est juste un couvercle. Il faut qu'ils enlèvent, ils vont avoir accès à la partie métal qui est de l'aluminium et du cuivre. Il y a des produits spéciaux, en tout cas au niveau de la Nuco System, les techniciens de la Nuco System ont l'équipement nécessaire. Ils viennent, ils vous font un travail propre parce que laver avec de l'homo et aller même, puisqu'il y a l'électronique là-bas, vous pouvez aller endommager l'appareil, puisque si l'eau va dans la partie électronique, vous avez endommagé l'appareil. Donc, il faut d'abord avoir l'équipement, il faut avoir les compétences et on vient, on enlève et on désinfecte. Il y a des produits spécifiques parce que l'air qui vous passe, je dis, c'est une reprise de l'air que vous avez. Les filtres sont sales. Donc, il faut enlever les filtres, aller les laver à l'extérieur, enlever toute la poussière. Mais il y a des produits aussi qui servent, qu'on doit utiliser pour désinfecter. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant la Covid, les climatiseurs même étaient appelés à être traités d'une certaine façon parce que la respiration que nous émettons, les bactéries que nous émettons, vont là-bas. Et ces bactéries-là survivent. Donc, il va falloir aller désinfecter de telle sorte que l'air qui vous arrive soit quand même assez purifié. Parce que l'air qui rentre passe à travers des filtres avant d'arriver même à l'échangeur thermique et vous revenir à une certaine température. Donc, il faut trouver un technicien pour venir faire l'entretien. L'unique chose que vous pouvez, les appareils que vous pouvez entretenir de vous-même, que vous n'avez pas besoin d'un technicien, c'est le frigo. Les frigos à la maison et le congélateur sont assez simples à nettoyer. Vous avez juste besoin, quand vous avez du matériel dedans, surtout dans la partie où c'est congelé, prenez une thermos ou en tout cas un appareil, un lieu où vous pouvez vider, mettre à l'intérieur, arrêtez votre appareil, au bout d'une demi-heure, vous allez voir que les parois là sont décongelées et vous extrayez la glace. N'utilisez pas des couteaux, des choses pointues parce que vous risquez de percer le tuyau où le réfrigérant passe et vous endommagez votre congélateur ou votre frigo. Donc, vous pouvez tirer le matériel de l'extérieur, vous utilisez de l'eau avec de l'alcool ou de l'eau avec du citron, vous nettoyez et vous désinfectez à l'intérieur, vous laissez votre frigo se sécher un peu, et voilà, vous rangez votre matériel. Vous démarrez d'abord le frigo à vide, et puis vous remettez votre matériel. Au bout d'une heure de temps, vous avez déjà fait le travail. Seul. L'extérieur, pour ceux qui ont les anciens frigos, parce que les nouveaux frigos, il n'y avait plus les grillages. Sinon, les anciens frigos, vous voyez qu'à l'extérieur, derrière le frigo, il y a un grillage. Ce grillage-là, logiquement, on sent souvent la poussière, surtout quand on a collé ça au mur, et vous voyez qu'il y a de la poussière. Donc, déplacez ça un peu, avec un peu, je ne sais pas, avec un torchon, nettoyez juste la poussière. Rendez ça propre comme un des meubles de votre maison. C'est tout. Donc, vous allez en ce moment optimiser le fonctionnement de votre appareil, et puis voilà, vous allez en profiter de l'espace, parce que souvent, même quand vous voyez que l'intérieur est plein de la glace, ça diminue même le volume utile. Puisque si vous avez un certain volume pour pouvoir placer un certain nombre de produits, et l'humidité qui s'est collée, parce qu'il y en a même qui ont des frigos, les joints qui permettaient de former ça de façon hermétique, les joints sont gâtés. Donc, ce qui veut dire que l'air rentre. Et l'air ayant de l'humidité, c'est l'humidité de l'air là qui se colle aux parois jusqu'à vous voyez l'épaisseur des glaces qui est là-bas. L'épaisseur des glaces, si ce n'est pas lié à des sachets ou des choses que vous avez mis à l'intérieur et ça s'est perforé et l'eau est tombée et ça devient de la glace sur les parois, mais c'est l'air qui rentre, vous ouvrez, vous fermez, vous ouvrez, vous fermez, il y a l'air qui rentre dans votre partie congélateur. Cette quantité d'air qui a un peu de l'humidité se colle un peu à la paroi, c'est ça qui fait que quand vous ouvrez certains congélateurs, vous voyez que c'est plein de glace. Et que souvent les dames aiment ça, même dire, mon frigo fonctionne bien. Au contraire, non seulement ça consomme beaucoup plus de courant et ça vous réduit même l'espace d'entreposage de vos matériaux. Parce que si vous avez des matériels à mettre dedans, vous vous rendez compte que l'espace qui reste là est petit, donc vous êtes en train de pousser pour mettre, parce que tout autre espace qui est restant est occupé par la glace. Et la glace, dans ce contexte-là même, est isolant. Puisque l'échange thermique doit se faire entre votre produit que vous mettez dedans pour refroidir et les parois. Mais quand la paroi et vos produits, vous avez de la glace isole et empêche l'échange thermique entre votre produit
et la superficie de l'intérieur, ou par contact doit absorber la chaleur du produit et aller céder dehors au niveau du grillage. Okay. Donc, l'entretien des frigos congélateurs peuvent être fait par les utilisateurs en utilisant les procédés comme je vous ai dit. Oui. Mais pour les climatiseurs, c'est un peu plus complexe. Là, il faut appeler les techniciens. Voilà. Et vous pouvez, bien sûr, appeler la Nuco System, qui a une équipe technique, en tout cas qui est à mesure de satisfaire vos besoins. OK. Monsieur Sakandé, on voit que vous êtes consultant aussi au plan international, notamment concernant certaines institutions des Nations Unies. Oui. Quelle est la place de la chaîne du froid dans le développement d'un pays comme le Burkina? La place du froid devait être centrale. Je dirais que nous, au Burkina Faso et un peu partout en Afrique, on aurait dû, et d'ailleurs je le souhaite, j'espère que vos téléspectateurs qui nous suivent, ceux qui sont en tout cas en mesure de parler aux autorités, et aussi les autorités même nous écoutent. Moi je souhaite qu'au Burkina Faso, il y ait une agence nationale qui s'occupe du développement du froid. Parce que le froid rentre même en droite ligne de la politique actuelle du Burkina Faso, c'est-à-dire la recherche de l'autosuffisance alimentaire, la souveraineté et la liberté. Tant que nous n'allons pas développer le froid, nous ne pouvons pas atteindre ça parce que nous allons demander toujours à manger à l'extérieur. Mais c'est ça, quand vous dites ça, c'est plus théorique. Les gens vont se demander concrètement et pratiquement... Concrètement, il faut créer une agence. En quoi la chaîne du froid peut être vraiment un élément primordial pour le développement? Il suffit seulement de regarder la pérennité des produits. D'ici peu, vous n'allez plus trouver la tomate sur le marché. D'ici peu, vous n'allez plus trouver l'oignon sur le marché. Les pommes de terre, je ne sais pas si vous en trouvez déjà. Les produits qui sont sujets à température disparaissent du marché 2-3 mois, même pas après leur récolte. C'est ça. Mais est-ce qu'on a fini de les consommer? Non. C'est parce que c'est pourri. C'est ça. Donc le froid permet de conserver la production pour en avoir pérennement pour consommer, mais aussi pour transformer. Si les gens qui ont les usines, c'est parce qu'ils stockent une grande quantité, ils transforment, ils consomment, ils commercialisent. Vous pensez que si vous faites des usines et vous n'avez pas des unités de stockage en grande quantité, les usines vont travailler seulement pendant la période de la récolte qui se dure maximum 2-3 mois. Et les autres, le plan d'affaires, quand on fait le retour de l'investissement, on considère que l'usine travaille au moins 11 mois dans l'année et 1 mois d'arrêt pour faire l'entretien des machines. Mais si votre usine travaille 2 mois ou 3 mois pendant la récolte et pendant les autres mois, il n'y a pas de la matière première, vous pensez que votre usine sera productive? Ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc le froid dans ce contexte-là joue un très grand rôle. Je dis le froid, il est transversal, il rentre en droite ligne dans tous les ministères, de la vie humaine même, je ne parle pas des ministères, la vie humaine depuis la naissance jusqu'au jour qu'on va retourner au bon Dieu. Si on ne s'empresse pas à nous mettre sous le sous-sol, la morgue là c'est une chambre froide. Et le froid actuellement, c'est un des piliers sur lesquels le monde actuel vit. Si vous arrêtez, M. Ouedraogo, oui, tous les appareils de froid qui existent dans le monde pendant 10 minutes, tout va se collapser. Déjà, ceux qui nous regardent à la télévision ne pourront plus nous voir parce que les data centers ne peuvent plus transmettre. Les avions et les satellites vont tomber par terre. Toute la télécommunication sera en tilt, donc il n'y a pas Internet, il n'y aura plus rien. Les médicaments, les usines qui produisent les médicaments, ils utilisent des technologies qu'on utilise le froid. Il y a beaucoup de choses. Je dis que c'est un élément capital. C'est fondamental. Pour le développement. C'est fondamental. C'est la base du développement. C'est le secret du développement. Moi qui vis en Occident depuis 27 ans, aujourd'hui, je vous parle, ça fait plus d'une dizaine d'années que je viens bien volontiers au Burkina et je parle toujours du froid parce que je suis allé et j'ai compris quel est le secret du développement. Oui. Expliquez-nous ce secret un peu. Ce secret, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est le moyen qui vous permet de conserver ce que vous mangez et vous transformer. Ça crée de l'emploi pour votre jeunesse. Vous avez toujours à manger et vous êtes libre parce que c'est le mec qui vous donne à manger qui vous dirige. On ne peut pas dire qu'on n'a pas l'énergie ici. L'énergie, le bon Dieu nous donne l'énergie gratuitement. Qui a déjà vu une facture d'électricité que le bon Dieu a envoyée? Le soleil, on l'a gratuitement du matin au soir. Et on peut utiliser le soleil pour produire l'énergie nécessaire. C'est comme on a dit que pendant des siècles que nous sommes pauvres. Nous nous rendons compte que nous ne sommes pas pauvres. Nous sommes riches. Mais l'esclavage, le lavage du cerveau, le froid. Est-ce qu'on n'est pas plus pauvre en esprit que peut-être? Voilà, c'est notre ignorance. Et voilà mes plaidoyers. Je vous remercie encore une fois de plus de m'avoir donné cette opportunité-là d'éclairer les lanternes. Oui. Parce qu'il y a des décisions qui avaient été prises par le passé par ignorance. Maintenant, l'ignorance est un peu dissipée. Oui. Donc, on doit reprendre d'autres décisions. Et je félicite le gouvernement à la tête capitaine Ibrahim Traoré qui est en train de faire un excellent boulot. Je lui dirais, Monsieur le Président du Faso, prenez en compte le développement de la chaîne du froid au Burkina Faso.
Créer une agence à l'image de l'APEC qu'on a, l'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, créer une agence qui va s'occuper du développement du secteur du froid au Burkina, qui va avoir un programme, et ce programme-là va générer des projets, des activités dans tous les autres ministères, parce que le froid est dans la santé, dans l'énergie, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le commerce, dans l'industrie, dans la création d'emplois, dans la jeunesse, dans le bien-être socio-économique, même en diplomatie, il y a le froid. Parce que le pays qui produit, qui donne à manger aux autres, quand il reçoit, quand son ambassadeur va là-bas, on les respecte bien. Mais si vous allez toujours dire, Allah Garibou, aidez-nous, nous on est pauvres là. C'est le commis qui n'a rien à foutre qui vient vous recevoir dans le regard le plus lointain de la vie. Parce que vous n'influencez pas. Ceux qui nous dirigent et qui nous gouvernent dans ce monde aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils ont les armes les plus sophistiquées. C'est parce qu'ils nous donnent à manger, ou sont eux qui nous donnent l'argent pour aller payer à manger. Voilà pourquoi. Si nous arrivons à utiliser le froid, à développer un programme à travers cette agence-là qui va travailler de concert avec tous les autres ministères pour que ça puisse fonctionner. Chacun fait sa part. Qui fait la formation, qui fait la recherche scientifique, qui fait l'optimisation, qui fait l'information. Parce que vous êtes en train d'informer. On est en train de sensibiliser beaucoup de choses. Oui. Certains diront, ah, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Pourtant, ils utilisaient. Beaucoup ont les appareils de froid, ils ne savent pas utiliser. On parle des climatiseurs. Ceux qui mettent à 16 à 18, jusqu'à aujourd'hui, ils ont continué comme ça. Ils vont calculer combien d'années de courant ils ont gaspillé, combien de l'argent de leur poste ils ont gaspillé, combien d'activités socio-économiques ils ont bloquées avec ce gaspillage. Parce que quand on arrive à délestage, d'ailleurs, pendant qu'on est en émission ici, on a eu au moins 2 ou 3 délestages pendant qu'on est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quelqu'un ou la somme de ceux qui sont en train d'utiliser des appareils de façon à... pas comme il le faut, parce qu'ils le savent. De façon anormale. De façon anormale. Et il faut de la communication. Donc, il y aura aussi pour le ministère de la communication. Donc, il y a beaucoup de choses. Parce qu'un compte, c'est avoir un appareil de froid. Un compte, c'est savoir l'utiliser. Donc, et aussi, il faut le concevoir. Un appareil qui va bien pour nous ici. Comme je vous ai dit, les appareils de froid en général qu'on a en Afrique, pas seulement au Burkina, ne sont pas conçus pour nous. Et ce qui est plus dangereux, c'est qu'on utilise des gaz qui ne sont pas encore homologués dans leur pays, mais c'est en Afrique qu'on vient faire les tests. On a vu un cas malheureux au Niger. Voilà, ça c'est un autre problème que vous touchez, et c'est au niveau international. Je me bats, je vais quitter dans 2 jours, je serai en Danemark pour une réunion des Nations Unies, des experts, on est 45, oui. Nous sommes un groupe de 45 fous, je m'appelle entre guillemets, au niveau mondial. Pas fous, mais des gens qui veulent éclairer les gens. Voilà, on travaille, on se discute. Voilà, je suis un des 4 Africains, 2 Égyptiens et une Ougandaise. Et je suis membre de cette équipe de 45 personnes au niveau mondial qui travaillons à émettre des rapports chaque 2 ans pour le compte du PNUE qui permettra de prendre certaines décisions. Et vous parlez des gaz, il y a les changements climatiques, tout le monde le vit, il y a les inondations, tout ça. Et on a appelé à nos jours d'utiliser des gaz malheureusement qui sont inflammables. C'est-à-dire le type de gaz qu'on met, le fameux gaz qui finit, que je vous dis que ça ne finit pas parce que c'est par erreur. Ceux qu'on a utilisés jusqu'à aujourd'hui n'avaient pas d'impact avec l'être humain. C'est l'impact sur l'environnement. Mais les nouveaux gaz qui sont en train d'être mis sur le marché, ce sont des gaz qui sont de la même famille que les gaz qu'on utilise pour la cuisine. C'est-à-dire, on met du gaz qu'on appelle du propane dans les climatiseurs maintenant à la place de l'R22, du 410, du 407, qui sont des gaz synthétiques. Maintenant, on dit, OK, il faut mettre des gaz qui sont naturels, qui n'ont pas un impact sur l'environnement. Seulement que ces gaz-là, ils sont inflammables parce qu'ils sont de la même famille que les gaz qu'on utilise pour la cuisine. Et ça provoque déjà des dégâts. Vous parlez du Niger tout récemment, c'est le vendredi passé, qu'il y a eu un incendie grave là-bas, toute la boutique a brûlé. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Vous avez même vu les vidéos sur les réseaux sociaux. Mais dans d'autres pays précédemment, au Nigeria, il y a 3 ans de cela, il y a eu 6 explosions, il y a eu 5 décès. Au Zimbabwe, il y a eu des décès. Même au Burkina Faso, à la trame d'accueil, ici, il y a 2 ou 3 ans de cela, il y a eu 2 personnes, ils ne sont pas morts, mais le patron, il a perdu la tête. Mais ce sont des choses qui ne viennent pas dans la tête des gens parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Ça, c'est au niveau international que ça se passe. Et ça, je suis en train de débattre comme un bon diable. Je suis un VDP international dans ce sens-là pour protéger la vie des Africains, pas seulement du Burkina Faso, des Africains. Parce que, comme vous l'avez dit, malheureusement, ces technologies qu'on est en train d'échanger, c'est en Afrique qu'on vient les tester. Je me bats comme un beau diable. Mais est-ce que nos gouvernants sont au courant de ça? Justement, alors, les gouvernants sont au courant à travers... Ou bien un laxisme à quelque part? Quelque part, disons, c'est un peu difficile d'utiliser le mot juste. Parce qu'on est passé
d'un type de réfrigérant à un autre, et entre-temps, on a passé à un autre. Donc, les habitudes de gestion, parce que chaque pays, à travers le protocole de Montréal, depuis 1986 que ça a été signé, et tous les pays au niveau mondial ont commencé à avoir des ministères de l'environnement. Les ministères de l'environnement, avant la création, avant le protocole de Montréal, ça n'existait pas. Et au sein de certains ministères de l'environnement, un peu partout dans le monde, et certains, c'est d'autres ministères, et de l'énergie et autres, ils ont une coordination qui s'appelle Bureau Ozone et une personne qui est appelée coordinateur. Et chaque pays en a, même le Burkina. Okay. Et ces personnes-là reçoivent des fonds et des instructions au niveau direct des Nations Unies, le PNUE dans ce cas, pour mener certaines activités dans les pays, pour éviter qu'il y ait un impact écologique de l'utilisation de tout ce qui est froid et autres produits chimiques qui nuisent à la couche d'ozone au départ, et maintenant qui provoquent l'effet de serre. Seulement que ces activités qui ont été menées et qui sont menées ne sont pas souvent faites par des personnes qui ont les compétences qu'il faut, parce que ce sont des personnes qui ont certes des compétences en question d'environnemental, mais ce ne sont pas des techniciens du froid. Donc, du coup, certaines agences ou certaines institutions ou certaines organisations qui prétendent nous aider nous utilisent comme des cobayes. Je suis en train de me battre comme un beau diable à travers l'association continentale pour que cela s'arrête. Peut-être ça pourra même me coûter la vie, mais je ne suis pas prêt de m'arrêter. Je suis en train de faire des disputes actuellement avec certains de mes collègues parce qu'ils disent non, il faut qu'ils les apprennent à utiliser. Je les dis non, l'Afrique, ce n'est pas le continent qui a pollué le monde. Et il continue d'absorber à travers la forêt équatoriale, d'absorber beaucoup de CO2 qui est l'élément pollueur. Et l'Afrique, si elle pollue, c'est à travers l'émission des pertes post-récolte, ce qu'on n'arrive pas à conserver. Mais personne n'en parle. Pourquoi ne pas parler d'avoir des infrastructures du froid en Afrique qui permettent aux Africains de consommer ce qu'ils produisent et de manger, mais ça ne convient pas aussi aux autres. Hein, parce que si les Africains sont libres, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va être prisonnier. Donc, on préfère tenir les Africains dans l'ignorance et les exploiter. Et cet aspect-là, vraiment, c'est un aspect sur lequel, malheureusement, qui va nous coûter la vie si on ne fait pas des actions maintenant. Parce que voilà pourquoi je demande la création de cette agence. Ça va arrêter beaucoup de choses parce qu'il nous manque de normes, il nous manque des règlements qui permettent de nous protéger même contre ces choses. N'importe qui va dans le marché international, il remplit ses conteneurs de n'importe quelle chose, il porte ici, voilà, il le donne, il met ça dans le marché. Okay. Et on est tous victimes. C'est ça. Et malheureusement, comme vous avez vu au Niger, en Zambie, au Zimbabwe, et au Burkina, comme je vous dis, Niger, même pour d'autres personnes qui sont brûlées, en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup, je peux vous citer des exemples. Okay. Si vous allez sur le site de I3A, dans les news, vous allez voir beaucoup d'articles qui parlent de ces événements malheureux qui se passent et qui sont sous silence. Mais malheureusement, d'ici peu, on aura une dizaine d'années, on aura nos maisons, tous les climatiseurs avec ce type de réfrigérant, avec des techniciens qui ne sont pas formés, qui ne sont pas équipés, et ça sera la catastrophe. Okay. J'espère que ça n'arrive pas. J'espère que ceux qui nous suivent et qui ont pouvoir puissent vraiment s'informer et prendre les décisions qui s'imposent. Sinon, dans 10 ans ou même peut-être moins, ça sera déjà trop tard. Monsieur Sakandé, vous êtes un expert dans le domaine. On tire vers la fin de l'émission. Vous, par exemple, devant le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, que lui diriez-vous par rapport au froid, au sein du développement que ce secteur-là peut apporter au Burkina, parce que nous sommes dans une nouvelle dynamique de souveraineté et que le froid est un élément capital. Je féliciterai d'abord le capitaine Ibrahim Traoré pour avoir me redonné ma jeunesse. Parce que j'ai été jeune jusqu'à l'âge de 15 ans. Mon feu capitaine Thomas Sankara est parti. J'étais pionnier de la révolution. J'avais l'idéal révolutionnaire que j'ai tout aujourd'hui. Et je vois que cet idéal est en train de retourner par l'audace qu'il a, le courage et la générosité de mettre sa jeunesse, parce qu'il est en train de penser à la vie de la nation et des futures générations, malgré son jeune âge. Donc je le félicite et je l'encourage. Maintenant, pour ce que je suis en train de te dire, de vous dire, c'est pas évident que tout soit compréhensible et exécutable tout de suite. Oui. Mais je pourrais en tout cas partager toute l'expertise dont je parle avec lui, les pouvoirs qui sont dans ses mains, qu'il puisse les mettre à profit pour atteindre l'objectif, son idéal qu'il a, qui est aussi mon idéal d'un Burkina libre et prospère, pas seulement du Burkina, mais de toute l'Afrique. Moi, c'est 27 ans de vie à l'extérieur, j'ai beaucoup d'expérience acquis, et je voudrais et je souhaiterais partager ces expertises-là avec lui, avec toute son équipe,
pour qu'il puisse en faire trésor pour tout le Burkina et pour toute l'Afrique. Il y a beaucoup de choses, j'ai même demandé audience. Malheureusement, mes séjours sont brefs et son agenda aussi n'est pas simple, donc ce qui fait qu'on n'a pas encore eu l'opportunité. Cette fois-ci, comme vous le savez, après cette émission ce soir, je vais me retourner. Mais j'espère que la prochaine fois que je reviendrai au Burkina, j'aurai l'opportunité de rencontrer le président Ibrahim Traoré pour lui adresser des mots et dire aussi beaucoup d'autres choses, bien sûr, que je ne vous dirai pas ici. Voilà, concernant toujours le froid, parce que c'est mon domaine. Pas de passion, mais c'est ce que j'ai trouvé qui puisse être utile à mon pays. Parce que quand quelqu'un sort dans le jargon maureen, on dit que quand quelqu'un voyage, quand il revient, on ne lui demande pas ce qu'il a mangé, mais qu'est-ce qu'il a vu. Parce que ce qu'il a vu, là, qui est l'intérêt de la communauté. Ce que tu as mangé, tout le monde sait ce que ça va devenir après. Donc, voilà, j'ai vu beaucoup de choses et je voudrais partager avec lui en tant qu'autorité pour qu'il puisse en faire trésor et puis que les prochaines générations du Burkinabé africains puissent vivre contents, heureux chez eux. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Très bien. C'est bien noté. On s'arrête ici pour votre émission Décryptage avec l'ingénieur en froid, le consultant de cette institution des Nations Unies. Il s'agit de la personne de monsieur Madi Sakandé. On se retrouve la semaine prochaine tous avec le même plaisir. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir et à la semaine prochaine.